Bonjour à tous, mi-janvier nous avons publié un épisode récapitulatif 2024 et Vision 2025. Il a reçu un franc succès auprès de vous, alors on se tente à un nouvel exercice. À vous de nous dire en commentaire ou par message LinkedIn si ça vous plaît. Je suis Pierre Vanier, CEO de Flint, une ESN spécialisée tech, data et IA. Et moi-même je suis AI Engineer et un vrai passionné d'IA qui continue à développer, à casser des choses aussi. Je suis toujours bien évidemment accompagné de Thomas Memoun, qui est Data Scientist Senior. Salut Thomas. Salut Pierre, ça y est, tu t'annonces enfin en tant que AI Engineer. Je pense que c'est Exactement, honnête. C'est exactement. honnête. J'assume. Et aujourd'hui, on va souhaiter un peu, Thomas et moi, revenir un peu ensemble sur les actualités de ces dernières semaines qui ont vraiment paru être des mois presque, ça va tellement vite. Et surtout sur toutes les informations que j'ai pu recueillir, parce que j'ai fait deux voyages, même trois voyages, deux voyages aux États-Unis et un voyage à Paris, avec des conférences et beaucoup de rencontres autour de l'IA et des startups. Et on voulait vous en parler et un petit peu échanger et débunker un peu toutes les actus IA avec Thomas. Ouais, je pense que tu as fait vraiment beaucoup de choses ce mois-ci, donc je pense qu'on peut commencer. Je me rappelle plus de la temporalité, mais tu as commencé avec San Francisco, c'est ça? T'es- Ouais, il y a un mois, je suis allé une bonne dizaine de jours à San Francisco. L'idée, c'était de rencontrer à nouveau l'écosystème IA, l'écosystème tech à San Francisco, que je commence à pas mal connaître et avoir pas mal de contacts là-bas. En fait, ce qui est important, juste pour que les gens comprennent un peu la démarche, c'est que à la fois, bon, ça m'intéresse, donc ça, c'est déjà cool. C'est ma boîte, ça m'intéresse et je m'amuse dans ce que je fais, donc ça, c'est bien. Mais je pense que surtout, ce qui est important, c'est que l'innovation se fait quand même beaucoup là-bas, sur la côte ouest, sur la côte est, aux États-Unis. En tout cas, en termes de tech et d'IA, c'est vraiment l'endroit où ça se passe et où beaucoup d'innovations se passent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir être au plus proche de ces innovations aux États-Unis et ensuite être capable de les ramener soit sous la forme de podcasts, d'autres conférences, de meet-up et la partager à l'écosystème français qui aurait dû sinon probablement attendre plusieurs mois avant que ces nouveautés arrivent. Donc voilà, je vais récupérer des choses que j'essaye de ramener en France le plus vite possible pour qu'on ait toutes ces innovations et qu'on en parle et qu'on les fasse nôtres aussi, qu'on en s'en empare. Et quand tu vas là pendant 10 jours à San Francisco, il y a des événements où tu fais des rencontres, tu vas chercher des personnes une à une, des entreprises. Ouais, c'est une bonne question. Alors, généralement, j'essaye d'y aller quand il y a des gros événements. Là, j'y étais allé, il n'y avait pas particulièrement un gros événement, mais ce qui est d'assez marrant, la petite anecdote, c'est que à San Francisco, potentiellement, tous les soirs, tu peux aller à un meet-up sur de la tech, mais même sur de l'IA. Tu as absolument tous les soirs un ou deux événements dans des startups, dans des grosses boîtes, autour quand je dis des événements, c'est des meet-up. Il y en a vraiment systématiquement tous les soirs. Donc j'ai envie de dire, peu importe s'il y a des gros événements ou pas, tu as toujours des choses qui se passent là-bas. Et d'ailleurs, moi quand j'y vais, je fais quand même attention à mon rythme parce que tu pourrais passer 10 ou 12 heures en fait à parler d'IA tous les jours, samedi, dimanche y compris. C'est d'ailleurs une différence substantielle de rythme entre les États-Unis et la France. Et bon, moi, je suis à Montpellier, donc tu imagines que la différence est encore plus forte en termes de rythme. Mais même quand tu vas à Paris, il y a beaucoup d'activités, ça bouge bien, mais c'est quand même moins intense qu'aux États-Unis. C'est quand même moins intense qu'aux États-Unis. Ouais, surtout San Francisco, je pense que c'est vraiment fait pour la tech. Et j'avais une autre question vis-à-vis de ça. Aujourd'hui, c'est principalement du software, de l'intelligence artificielle, ou justement c'est un peu des deux? C'est-à-dire qu'on C'est met de l'AI tout justement, le temps. ouais. Alors en fait, c'est justement, c'est une très très bonne question et on pourrait croire, moi mon background initial, c'est plutôt software engineering. C'est du software, c'est de l'ingénierie logicielle, etc. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on est dans une tournure, tu le disais toi à notre dernier podcast, on est dans un changement de paradigme très important où le software engineering est tellement bouleversé par les arrivées et l'arrivée de l'IA qu'on est presque sur un changement radical. C'est presque. Je vais te prendre un exemple, mais je pense que la métaphore est pas trop mal. On est sur un moyen de locomotion. On était sur de la calèche et de la diligence et du chariot avec des chevaux. Et en fait, l'arrivée de l'IA, pour moi, ça me fait un peu penser à
eh ben, on invente le moteur à explosion et en fait, on met des roues et on se passe des chevaux et on va commencer. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'IA va redéfinir très probablement de manière profonde l'ingénierie logicielle, le software engineering. Donc, en fait, si tu veux, aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis, de ce que j'en ai vu, tu peux presque plus parler software engineering sans parler d'IA, d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec des agents, que ce soit avec des LLM, que ce soit par l'AI engineering. Donc c'est pour ça qu'on a inventé ce terme d'AI engineering. C'est des ingénieurs software, des software engineers qui bossent autour avec et qui développent des solutions à base d'IA en fait. Et aujourd'hui, il y a presque que ça. C'est pour ça que maintenant le distinguo se fait plus trop finalement. Et tu parles d'AI engineering. Là où en France, il y a encore des entreprises, il y a encore des gens qui sont un peu écartés de l'IA et font que du software. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est un peu... Si, pas mal. Et tu mentionnes un point qui est important. Je pense que le week-end dernier, j'ai découvert mon moment à moi où j'ai été bluffé par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, ça fait un moment où je suis dessus. J'ai découvert Lovable. Donc, c'est une plateforme que tout le monde en parle, mais moi, j'utilise pas trop ce genre d'outils initialement. Et je me suis dit, il faut que j'essaye. Et j'ai été bluffé. J'ai fait un prompt de 3-4 lignes et il te sort un premier mock-up en code en 5 minutes. C'est bluffant, c'est sidérant et j'ai peut-être été, pendant une fraction de seconde, inquiété plus que ébahi. Et après, je me suis dit, mais en fait, tes prototypes, ça change complètement le jeu, en fait. Tout va vite. Alors, ce qui est de très intéressant, notamment par rapport à Lovable, il y a 2 points super intéressants. C'est que, 1, c'est une boîte européenne. Donc, tout ne se fait pas aux États-Unis. C'est une boîte suédoise. Et il y a une chose qui est aussi tout à fait hallucinante, que c'est la boîte qui a connu la plus grosse croissance. En fait, chaque semaine, il y a un petit peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un mois, la boîte qui avait connu la plus grosse croissance, c'était Cursor, avec de 0 à 100 millions d'utilisateurs en l'espace de 12 ou 18 mois. Et aujourd'hui, Lovable, c'est je sais pas, plusieurs dizaines de millions de... ouais, c'est ça, 17 millions d'ARR. ARR, c'est Annual Recurring Revenue, ça veut dire le chiffre d'affaires récurrent. Donc 17 millions d'ARR pour une boîte qui a quelques mois. Donc c'est complètement en fait hallucinant. Et puis ils sont dans leur boîte, je sais pas, ils sont 15, 20, pas plus. Ils sont vraiment très peu. Et ce qui est vraiment très fort, et j'y ai repensé encore ce matin, donc c'était assez fou, c'est que tu vois par exemple Cursor, c'est principalement fait pour les ingénieurs, les codeurs. Tu vois, c'est pour une niche. Et là, ça prend une dimension produit, c'est-à-dire que n'importe qui va taper ces 2-3 lignes. Pour rappel, Lovable, c'est vous faites du prompt et on vous sort, je sais pas, je vais dire un mock-up, mais peut-être une autre définition. Un MVP, un prototype, avec déjà en fait un très centré sur l'interface utilisateur. En fait, une web app, un site web, etc. C'est ça. Tu as le site web et puis de l'autre côté, tu as le code avec la structure dans ton folder. Enfin, tout est vraiment très, très carré. Et je me suis dit, en fait, là, tu as une vision très, très produit. C'est-à-dire que n'importe qui, un PO, un PM, il a une envie. Je veux un dashboard, j'aimerais une application qui monitor. Je ne sais pas, c'est un exemple tout bête parce que je fais du machine learning, mais je veux avoir un visuel et tu l'as. Avec le code, tu vois. C'est statique, mais c'est bluffant. Ouais, tout à fait. Et ça, il y a pas mal de gens qui reviennent là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, les barrières à l'entrée, nous, en tant qu'ingénieurs logiciels, les barrières à l'entrée pour coder, développer, etc., c'était compliqué et c'était peu accessible au commun des mortels. Et en fait, ces nouvelles plateformes, donc Lovable, qui est dans la même catégorie de plateformes que Bolt, que Replit, qui sont des plateformes online sur lesquelles tu développe un peu de manière, un peu dans des containers finalement, des interfaces, des sites web, des web apps. Et c'est pas exactement les mêmes paradigmes que Cursor ou que Windsurf. Mais du coup, ça abaisse énormément les barrières à l'entrée et les difficultés d'accès à ces outils et finalement à produire du software, parce que tu produis du software. Ce qui fait que on peut imaginer que les PO, PM, Product Owner, Product Manager, etc., deviennent les rois du pétrole, parce qu'en fait, ils n'auront plus cette barrière où il fallait qu'ils tapent sur l'épaule d'un dev ou de plusieurs devs pour développer une solution, mais peut-être
ils vont pouvoir eux-mêmes produire leur MVP, leur minimum viable product, leur prototype, etc. Donc c'est vrai que c'est assez révolutionnaire pour ça. C'est assez Et, révolutionnaire. et tout à fait. Et de l'autre côté, en fait, c'est aussi, j'ose espérer que ça rendra les discussions plus claires entre le produit et la tech. Et c'est Ouais, un point carrément. important parce que souvent, on ne se comprend pas. Ils veulent quelque chose. Nous, des fois, on comprend difficilement. Et là, tu peux tout de suite montrer un visuel. Voilà ce que Ouais, je veux. ouais. Surtout que maintenant, tu peux alors, je me rappelle plus du terme, mais tu peux l'associer à Figma. Oui, c'est Figma. Ouais, J'allais dire Figure ouais, ouais, ouais. avec Figma. Donc, c'est très, très puissant. Bon, voilà, Ouais. je voulais vous raconter un peu ce moment du week-end. Euh, ok, très cool pour San Francisco. T'en as retenu des choses ou pas? Les, Ouais, la nouveauté? moi j'ai rencontré à la fois des grosses boîtes et des startups et pas mal de meet-up sur l'IA. J'ai rencontré Netflix, LinkedIn en grosses boîtes et plusieurs startups. En fait, pour résumer, il y a vraiment une ils sont absolument tous en ordre de bataille et tournés vers l'IA de manière très volontaire. Presque. En fait, c'est assez marrant, mais les États-Unis, parfois, ils peuvent te donner l'impression qu'ils bossent comme des tarés, mais en fait, ils bossent pas beaucoup, beaucoup plus que. J'ai jamais vu autant de gens sortir à 5h ou 5h30 qu'aux États-Unis, dans la Silicon Valley, terminer débauché à 5h, 5h30. Alors qu'en fait, ici, je veux dire, quand tu sors à 5h30 ou 6h du boulot en France, tu as l'impression que tu es un peu un tir au flanc. Enfin, je trouve. Hein. Mais par contre, là, vraiment, ce que j'ai ressenti, c'est ils sont ultra, ultra concernés par ces nouvelles technos et ils ont le mort entre les dents. Et j'ai vraiment senti, il faut pas qu'on passe à côté de cette vague-là, elle est énorme. Et il faut vraiment qu'on fasse tout pour qu'on soit vraiment avant ou devant tout le monde et qu'on continue à être un peu dans une espèce de suprématie sur ces technos-là. Et ensuite, j'ai pu discuter avec ces grosses boîtes comme LinkedIn ou Netflix qui l'abordent de manière un petit peu différente, ce qui est assez logique. Euh, ils travaillent avec les assistants au coding comme Cursor, GitHub Copilot, etc. Donc ils sont tous là-dessus. Mais aujourd'hui, ils sont quand même plus sur des technos d'IA traditionnels. Tu vois, même je pense à Netflix, ça va être de la recommandation, ça va être de la classification, ça va être des choses, mais peut-être moins dans les solutions d'IA générative telles qu'on le voit de GenAI. Euh, donc j'ai quand même plus l'impression que les grosses boîtes qu'on entend là, les très très grosses boîtes, elles sont peut-être un peu moins agiles sur ces nouvelles techno IA, GenAI que les petites startups. Et c'est peut-être ça qui risque de rebattre les cartes d'ailleurs. C'est-à-dire que je pense qu'il n'est pas impossible que les très très grosses boîtes avec des vieux codes bases, des gros legacy et des softwares qui ont une vraie dette technique puissent se faire potentiellement chahuter par des nouveaux entrants. Tu vois, type Lovable, ils sont 15, ils montent une solution, elle arrive à 20 millions de chiffre d'affaires en l'espace de quelques mois. Quoi. Et je pense que ça peut rebattre foncièrement le paysage. Après, l'objectif n'est pas le même. C'est-à-dire que Netflix, ils vendent je sais pas, un catalogue de vidéos, alors que eux, Lovable en l'occurrence, ou Cursor, ils vendent une solution d'intelligence artificielle. Ouais. Mais j'avais une autre question vis-à-vis de ça, c'est, je n'ai pas très bien compris, quand tu vas voir un Netflix, par exemple, est-ce qu'ils te montrent là où ils veulent aller avec l'intelligence artificielle, voilà ce que ça leur permettrait d'atteindre, ou ils ont déjà des prototypages ou des premiers produits boostés à l'intelligence artificielle? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, je trouve qu'il y a de moins en moins de gens qui te montrent des choses. Ouais, C'est-à-dire ok, qu'en fait, c'est bon. ça devient tellement stratégique. Alors moi, j'ai des potes qui bossent là-bas, donc je peux discuter, etc. Il y a des choses que je ne peux pas dire en on, mais plutôt en off. Mais euh, donc, si tu veux, ils ont des choses, ils préparent des choses, mais quand tu as montré des choses ou faire des recs et des partages, en fait, l'enjeu est tellement gros que quand ils partagent des choses, soit c'est déjà ultra préparé, c'est des gros lancements en fanfare, comme on voit hein, souvent et comme on reviendra dans le podcast aussi, là, avec les différents lancements qu'il y a eu. Mais généralement, ils ne partagent pas des masses. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait des vrais use cases auxquels on ne pensait pas forcément pour l'IA générative.
Tu vois, là, c'était une grosse boîte qui me disait, nous, on est en migration permanente. Tu vois, en fait, ils ont tellement de code qu'en fait, l'entreprise en elle-même migre en permanence de framework, de langage, font des montées de versions, des updates, etc. Et quelqu'un me disait, un engineering director me disait, tiens, l'IA générative, là, pourrait beaucoup nous aider pour nous accompagner dans la migration, dans les processus de migration, en ce sens où c'est souvent très, très coûteux, très complexe pour des ingénieurs, mais l'IA générative peut pas mal aider là-dessus. Parce qu'ils ont le code entrant, ils ont ce que va changer les migrations et les choses qui peuvent être cassantes, et du coup peuvent être accompagnés avec la GenAI. Ok, je vois. Ok, ça c'est intéressant. Bon, on va pas trop rester sur San Francisco. Tu as fait encore pas mal de belles choses. Est-ce qu'on pourrait aller vers New York? Non, Alors, peut-être il y a eu j'ai fait Paris. San Alors attends, Francisco, ensuite je suis allé à Paris pour c'est Paris en premier? Ah oui. Paris en premier, le AI, le World Summit, le sommet mondial de l'IA organisé par le gouvernement français, du coup sur quasi une semaine début février. Et donc il y a grande fanfare, gros événement, très médiatique, très politique, avec une première journée au Grand Palais où il y avait toutes les gros patrons de boîtes, il y avait tous les politiques évidemment, et des internationaux qui venaient. Et c'était pour montrer que, grosso modo, la France prenait le leadership du développement de l'IA et voulait s'emparer de tout ça, notamment avec des grosses annonces de financement, 100 milliards qui viennent en partie de fonds étrangers, avec une volonté affichée de se rapprocher de l'Inde, avec donc vraiment beaucoup d'annonces, on est fort en France en fait, je reprends souvent ça, mais on est quand même souvent assez fort en France pour des effets d'annonce. Et après, en fait, ce qu'il faut voir, c'est comment, sur le papier, les annonces se traduisent en termes d'action. Et ensuite, le deuxième jour, il y a eu une journée à guichet fermé, mais même plus que ça, parce qu'il y avait, je crois qu'il y avait 2 fois plus de monde que ce qui s'attendait à Station F, dans le centre de Paris, où c'était une journée plutôt dédiée rencontres business, networking, conférences, et co-organisée avec Station F, Numéum, qui est le syndicat, l'ex-syndicat Syntec, France Digital, et la BPI. Donc beaucoup de monde, pas du tout pas du tout la même ambiance qu'aux États-Unis, beaucoup plus. Moi, j'ai trouvé beaucoup plus politique. Un peu un politique, fake it till you make it. C'est-à-dire, il faut vraiment montrer qu'on est là, bomber le torse, parler, hurler, crier, et pour se faire entendre dans cette espèce de grosse guerre mondiale de l'IA, en fait, aujourd'hui, parce que c'est un peu ça, hein, entre les Américains, la Chine et l'Europe. Et puis la France au milieu, avec Mistral, avec quelques belles boîtes, hein, voilà, mais voulant montrer qu'on existe, qu'on est là aussi, quelque part, et qu'on pèse dans le game. Tu vois, Ouais, je je prends comprends. l'expérience l'expression de jeune un peu, mais c'était un peu ça que j'ai ressenti. Bah, c'était Euh, ma première question de base, c'était est-ce que c'était politique, mais tu y as répondu Complètement. indirectement. Moi, j'ai quand même des avis, même d'un point de vue très extérieur, d'Amérique du Nord. Moi, je trouve ça intéressant d'un point de vue politique, gouvernemental. Encore une fois, ça manque de clarté puisqu'on annonce 109 milliards d'euros, je crois, pas de Ouais, c'est dollars, ça. ce qui change, ce qui est différent en France, mais les fonds viennent de l'étranger. Ouais. C'est pas encore très clair et ça a été mentionné, ça peut potentiellement provenir des États-Unis et du Canada, ce qui pour moi est d'une certaine façon antinomique, puisqu'en fait les États-Unis et le Canada, c'est des entreprises privées, puisque Mhm. tu as Stargate du point de vue, j'allais dire fédéral, mais des États-Unis, Il y a de alors l'argent que aussi des pays du Golfe, d'Émirats aussi, ouais, et pays du Golfe. Ouais. Mais m- c'est de l'argent privé, pays du Golfe, étranger en fait. Et, ouais. mais rien n'est clair encore. Non. J'ai- Ouais. Et en plus, le truc, c'est que c'est aussi potentiellement pour construire des data centers. Et on sait très bien qu'en fait, les data centers, une fois qu'ils sont construits, si tu veux, c'est pas trop générateur d'emplois. Et de l'autre côté, ce que tu fais tourner sur les data centers, ça sera très probablement du Azure, du AWS ou de je sais pas quel autre truc américain. Tu vois ce que je veux dire?
Et tu Donc, m'avais dit par message, si je me trompe, combien ils vont déployer Meta en termes de dollars sur les data ils centers? font un data center, ils ont prévu 2 milliards 2 milliards. Donc ça, c'est aux juste une États-Unis. entreprise. Ouais, Et tu as Apple qui a annoncé la semaine dernière, sans Stargate, tout seul, ils annoncent 500 milliards de dollars ok. pour Apple. Bah, voilà, je suis quand même, enfin, je pense Ouais, qu'il y a beaucoup d'informations en très peu de choses. C'est trop difficile d'aller concurrencer aujourd'hui. Et il faut un État pour aller concurrencer des entreprises privées. Et une entreprise privée, en 4 ans, elle annonce 500 milliards pour ses emplois, pour ses usines et pour se recentrer sur son territoire, les États-Unis. Donc, à voir comment les choses vont avancer. après, le truc sur lequel ils ont joué en France, c'est on a l'électricité avec l'expression de Macron, plug baby plug, à la place de drill baby drill. De Trump, en fait, nous, on a de l'électricité décarbonée quand même en bonne... en nombre et pas trop cher et assez accessible, donc on joue là-dessus. Mais c'est compliqué, et puis on le voit, c'est compliqué pour des boîtes, tu vois, comme Mistral par exemple, malgré sa taille qui en France peut être gros, en Europe aussi, mais finalement à l'échelle de mastodontes comme OpenAI, Anthropic et tous les très très gros, bah, ça pèse vraiment pas grand-chose. Donc le combat est quand même difficile. C'est un peu David contre Goliath, quoi. T'as raison. Mais j'ai adoré le côté annonce de Mistral avec le chat, Ouais, qui est tout à fait honorable, un très bon modèle, ouais. enfin un très bel outil. Et l'annonce avec Free, où bah, si je crois, si je me trompe pas, si vous êtes Pour les abonné abonnés Free, free, ouais, ils peuvent avoir un abonnement, le chat, en même temps. Ouais. pendant un an, Ouais. pro, je ne connais plus les termes, désolé, mais c'est un bon tour, c'est bien joué, je trouve. Ouais. Mais voilà, de l'autre côté, on a effectivement de l'électricité, mais je crois qu'on a un parc qui est quand même très vieillissant, Ouais. et ça va poser des problèmes dans des problèmes. Et bon, écoute, c'est un sujet, mais ok, t'en étais satisfait ou tu es un peu sur ta faim? Euh, en fait, Ok, ce on qui est... change de question si tu veux. Ouais. Non, Ok. mais ce qui est compliqué, c'est que ces grosses conférences qui sont quand même là pour se montrer, être vus et politiques, etc. Je trouve ça apporte pas grand-chose. J'imagine que c'est probablement nécessaire pour pouvoir se montrer et faire de l'audience et faire du battage, mais c'est pas moi, en tout cas, ma tasse de thé vraiment, parce que je trouve qu'en termes de substance, c'est un petit peu, ça manque un petit peu. Mais bon, chacun il trouve son compte, hein, j'imagine. Et après, du coup, pour embrayer, et après, je suis retourné aux États-Unis, cette fois non plus sur la côte ouest, mais sur la côte est à New York. Là, c'était pour une conférence qui s'appelle AI Engineer Summit, qui était qui était le même organisateur que la conférence qu'on avait suivie l'année dernière, toi et moi, Thomas, mais sur un format différent, sur 4 jours, et très beaucoup plus technique, beaucoup moins de... Tu vois, la différence de la conf de l'année dernière où tu avais quand même ce genre de talk ou de conférences qui peuvent être un petit peu des présentations de solutions des gens qui viennent présenter. Et du coup, bon, bah, tu te retrouves avec quelque chose qui est assez partisan. Voilà, utilisez ma solution, ça va vous aider, ça va vous faire des miracles. Là, tu as vraiment une volonté de la part des organisateurs de faire des conférences, pas de conférences produits pour montrer ou mettre en avant des produits, et que des conférences sur du retour d'expérience. La thématique, c'était les agents. Euh, et c'était génial parce qu'à la fois les speakers étaient de très haut niveau. Euh, la conf était rythmée en 3-4 jours où il y avait une journée plutôt AI leadership pour les CTO, les VP, et voir ça de manière un petit peu haute, mais c'était déjà assez technique. Et puis au fur et à mesure, c'est descendu en termes de technique jusqu'au samedi où le dernier jour, c'était vraiment des workshops. Donc des ateliers où tu prenais ton ordi. Là, on a eu une démonstration d'Anthropic sur les MCP, on va peut-être en parler. Donc vraiment une super super conférence de très très haut niveau. Là, pour le coup, j'ai vraiment apprécié beaucoup parce que tu es dans le faire du coup et je trouve que c'est plus substantiel, quoi.
Ok, c'est intéressant. Quand tu allais à cette conférence, c'était sur les agents ou c'était un point qui était primordial dans la présentation? Puisque quand Non, on était allé à San ouais, Francisco, tu avais plusieurs parcours ouais, et les agents étaient au même titre que n'importe quel autre parcours, hein, ouais, donc on n'en ouais, parlait pas autant. ouais, ouais. Non, là, c'était vraiment dédié à Jean. D'ailleurs, Ok. le titre de la conf, c'était Agents at Work, donc les agents au travail. Et il y avait vraiment des, euh, des thématiques autour de on en est où avec les agents, quel type de framework, pour quels usages, des questions difficiles par rapport à l'observabilité, par rapport à l'évaluation, c'est-à-dire en fait la capacité, parce qu'après c'est bien d'avoir un système agentique avec des agents qu'on lance, mais en fait après il faut quand même pouvoir orchestrer, observer, donc avec des systèmes de feedback, de retour, de savoir ce que font tes agents, etc., s'ils partent pas en vrille ou s'ils dérivent pas, et le côté évaluation, c'est-à-dire en fait être capable de dire oui ou non mes agents ils répondent à la problématique que je demande et avec un certain niveau de qualité. Donc tous ces problèmes d'observabilité, d'évaluation, d'orchestration, qui sont des problèmes fondamentaux. Là où l'année dernière, on était moins avancé, et en fait, tout le monde parlait de framework agent, alors qu'en fait, c'était des boucles if qui tournaient avec deux, trois Ouais, tout à experts à fait. droite à gauche, un crew AI qui est un framework. Et du coup, là, on s'est vraiment posé les questions plus bas niveau, ce qui montre que la thématique des agents a un peu plus de maturité. Ce qui ne veut pas dire, et ça c'est ça aussi ce que je vais conclure là-dessus, c'est que pour le moment, ça n'est pas prêt à être mis en prod. Il n'y a aucun framework agentique, qui, à mon sens, a le niveau de passer la mise en prod et de la mise en prod et d'être customer facing et d'avancer, etc. On est sur des choses qui sont prometteuses, qui commencent à devenir de plus en plus matures, de moins en moins tendres, de plus en plus production ready, mais on n'est pas encore là. Je pense que ça arrivera peut-être parce que ça va très vite et tout le monde s'est jeté dans cette course-là, mais pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Ok, puisque moi, bah là, il n'y a plus trop de doutes. Les agents, il faut les connaître, il faut que ça fasse partie de nos cordes. Moi, je pensais justement, tu vois, le métier de data scientist, quand on fait du MLOps, du MLE et ce genre de choses, il était voué à changer avec les agents, puisqu'on va remettre avec des agents un aspect un peu probabiliste, mathématique, tu vois. Il n'y a pas de certitude à 100%. Euh, donc là, tu vois, je me disais, la data science peut être utile. Quand tout le AI engineering était en train de changer, c'était beaucoup plus du software, beaucoup plus d'API et ce genre de choses, et que les data scientists, ce genre de métier étaient un peu mis de côté. Mhm. Je me dis que justement, notre compréhension plus mathématique, les probabilités, ce genre de choses, statistiques, elle pourrait devenir utile dans cet environnement beaucoup plus, je sais pas, on va dire, ouais, incertain. Mhm. Tu vois, c'est-à-dire on n'a jamais le contrôle sur le résultat final. Et je pense que c'est ça que vous avez vu finalement pendant la Ouais, conférence à New York, c'est que tu ouais. contrôles jamais. Même si tu fais pardon, j'ai perdu ton contexte, disons, Mhm. ce que ton utilisateur va mettre, tu peux pas savoir. Et tu peux pas savoir ce que tes agents Ouais, vont jouer entre eux. ouais. Ben justement, on a fait une conférence et on partagera sûrement dans la transcription ça, mais un des workshops que moi j'ai trouvé vraiment le plus passionnant, c'est ce qu'on appelle, c'est un gars qui est venu nous parler de flow engineering, c'est encore autre chose. Ouais, Et en fait, ok. le flow engineering, c'est pour des gens qui vont développer des systèmes à base d'agents IA, d'être capable de bien comprendre les workflows et les enchaînements et surtout finalement aussi les cas critiques, mais d'être capable d'avoir une vision macro euh, de l'enchaînement et des scénarios et des workflows des agents. Et en fait, tu te retrouves presque à... C'est pour ça qu'ils appellent ça flow engineering, comme workflow engineering. Parce qu'en fait, tu te retrouves un petit peu à... Tu sais, un peu comme un plombier à envisager en fait, des scénarios de quel agent, etc. Il nous disait de nous mettre dans les pieds de l'agent, de vraiment réfléchir comme un agent. Donc, tu avais un côté assez intéressant. Euh, et le deuxième, c'est le deuxième workshop que j'avais beaucoup aimé par rapport aux agents, c'est le workshop d'Anthropic sur MCP. MCP qui veut dire Model Context Protocol.
Donc peut-être on peut en parler aussi. Ouais, on peut en parler. Bah, ça a été annoncé normalement, je crois, en novembre 2024 par Anthropic. Ouais, C'était utilisable depuis. Moi, de souvenir, enfin, c'était une présentation qu'ils avaient fait où ils prenaient le contrôle d'un ordinateur. Donc, je pense que c'est plus tout à fait ça. Enfin, c'est pas ce genre de ouais. choses dont tu veux parler. En fait, c'est assez marrant parce qu'il y a personne qui a rien compris. Il y a personne qui comprenait ce que c'était que MCP. Je voyais encore des gens tweeter il y a une quinzaine de jours. Mais au fait, genre, c'est quoi MCP? Ça sert à quoi? Donc il y a pas mal de gens qui... Parce qu'en fait, ils l'ont sorti Anthropic, je pense d'une mauvaise façon. Ils ont sorti MCP et au même moment, ils ont sorti un autre outil qui s'appelle Computer Use, qui est justement pour Ok, prendre en fait, ok. pour prendre le contrôle de ton ordinateur ou de ton navigateur et pouvoir faire des choses avec l'IA, des screenshots, naviguer, etc., etc. Mais en fait, c'est deux choses complètement séparées et différentes, mais dans la tête des gens, euh, on en arrive un peu à ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement un surplus d'informations qu'on a du mal à suivre, on a du mal à comprendre à quoi servent les choses. Ok, et est-ce que tu peux nous dire un peu plus en détail ce que c'est? Puisque pour moi, c'est au même titre que Landgraph, Small Agent de Hugging Face ou il y a Mindells. Donc peut-être que moi, j'ai pas encore saisi la différence. Alors, euh, le MCP, donc littéralement l'acronyme de Model Context Protocol, en fait, ce qui se passe, c'est que tu peux... Avant, ce qu'on pouvait faire, c'était donner des outils avec avec du function calling. On pouvait donner des tools au LLM en leur disant, bah, tiens, tu vas utiliser tel ou tel outil, etc. En fait, le MCP, c'est finalement une espèce de standardisation de cette notion d'outil, en ce sens que tu vas pouvoir être, par exemple, dans Claude. Je prends Claude parce que c'est Anthropic qui a sorti, mais tu vas être pouvoir dans Claude Desktop, l'application, et tu vas pouvoir rajouter des outils. Je vais prendre un exemple. Moi, j'ai créé un il y a pas longtemps, un MCP qui est en fait une interface avec les outils d'Apple de mon Mac. Grosso modo, je pouvais demander à Claude Desktop. Donc, quand tu es dans le chat, tu lui dis, bah, tiens, trouve-moi le numéro de Thomas et envoie-lui un SMS et dis-lui, salut Thomas. Et en fait, là, le LLM détecte qu'il a un outil à disposition. Donc, c'est un programme que tu écris, un outil à disposition, donc un programme que tu écris suivant le protocole MCP. Il a des entrées, des sorties, tu sais, un espèce de contrat, et en fait, il honore ce contrat. Et de l'autre côté, en fait, tous les LLM qui sont MCP ready, ils ont la capacité justement de lister ces outils et de travailler avec ces outils en entrée-sortie. Donc en fait, du coup, le LLM commence à se rendre compte qu'il a un outil à disposition qui est rechercher un numéro de téléphone dans un carnet d'adresses, et un autre outil ensuite qui est envoyer un SMS avec tel outil. Et en fait, du coup, tu le vois, le LLM, dans son raisonnement, dire « Ah, je vois que j'ai tel outil MCP à disposition, je l'appelle, il va trouver ton numéro, donc il prend Thomas Memoun en entrée, il fait une recherche et il te renvoie le numéro de téléphone, qui le passe à un second MCP, qui lui va envoyer un SMS avec ton numéro de téléphone avec « Salut Thomas ». Donc là, j'ai pris un exemple avec... donc les outils qu'on appelle, là, ils sont exposés d'un point de vue informatique, un peu comme une API, tu vois, où tu exposes des endpoints qui sont finalement des points d'entrée sur lesquels ensuite tu vas, avec différentes méthodes et différents paramètres, dire au serveur d'effectuer des actions et avoir un retour. De la même manière, avec le MCP, tu vas avoir la même chose et tu peux exposer un certain nombre d'outils. Et ce qu'il y a de vraiment très intéressant, c'est que quelque part, la notion d'API était très bien adapté pour le web, REST, le web, les communications entre serveurs, mais vraiment orienté web, HTTP. Mais pour la notion de LLM ou d'agents qui doivent discuter entre eux et collaborer, la notion de serveur et de client MCP et de petits outils est beaucoup plus pertinente, et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui un engouement autour de cette techno et que beaucoup de gens, c'était le workshop le plus suivi à New York. Il y avait 200 personnes dans la salle. Donc c'était vraiment très très gros. Et là, ils pensent même faire un espèce de repository, donc un espèce d'app store pour les MCP serveurs. Tu as déjà sur GitHub un certain nombre de serveurs MCP qui ont été sortis par Google. Tu as un serveur MCP, par exemple, pour Google Calendar. C'est-à-dire qu'en fait, depuis Claude, je peux dire, tiens, trouve-moi 3 créneaux disponibles la semaine prochaine d'1 heure. Il va regarder dans mon calendrier.
Et en fait, il va appeler un MCP serveur qui va être liste-moi, renvoie-moi des chronos disponibles, et il le repasse au LLM, un peu comme un RAG, qui, le LLM, en langage naturel, te réinterprète et te donne les informations. Je sais pas si c'est Ok. clair. Je pense que c'est pas Bah, trop. pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est un agent. C'est-à-dire que tu lui crées des outils, mais je pense qu'il y a enfin, peut-être un niveau d'abstraction propre à Anthropic. Ça, c'est. Est-ce que c'est quelque chose que tu payes en plus, Ah non, le MC? non, entièrement Ok. gratuit. Tu as, des SDK, donc tu as, des toolkits qui te Ouais. permettent en TypeScript ou en Python de développer tes serveurs. Et après, en fait, si tu te conformes au protocole MCP, qui est libre, hein, ils ont fait une RFC, donc une Request for Comment. Donc c'est un peu comme, tu vois, HTTP ou email ou SMTP, tous ces grands protocoles. Ben, Anthropic a proposé un RFC pour que la communauté internationale s'empare de ce protocole et dise oui, non, ça nous intéresse, ben, tiens, on pourrait faire des modifs, etc. Donc un peu comme HTTP ou même HTML, tu vois, HTML5 par exemple, c'est une RFC, c'est international, c'est reconnu, ça devient un standard. Mais Anthropic a voulu faire la même chose, et c'est aussi en ça que c'est intéressant, c'est qu'ils ont démarré par une espèce de standard de fait, et là ils sont en train de le porter en open source et en standard international. Mais du coup, si tous les autres providers de LLM reprennent aussi une architecture comme ça va permettre une interconnexion des différents types d'agents au niveau protocolaire et au niveau échange d'informations. Donc, ce Ouais, qui est tout à fait. vraiment aujourd'hui quelque chose de super important. Et donc, en fait, tu as un semblant de template à suivre pour les MCP, c'est ça? Ou pas Exactement. du tout? Ok, je Exactement, comprends. exactement. Oui, puisque Tu sais, dans les, effectivement, si... dans les... En fait, il faut imaginer que les outils que tu exposes, c'est des méthodes ou des fonctions. Et tu vois MCP tool, et tu définis le nom de la méthode, ce qu'elle prend en entrée en paramètres, une petite définition de ce qu'elle fait et ce qu'elle te renvoie en sortie. Voilà. Ok, je comprends. Et ça permet d'uniformiser, puisque bah, quand tu utilises Small Agent ou quand tu utilises LangGraph, bah, c'est plus propre à Exactement. leur librairie. Ok, c'est hyper clair. C'est beaucoup plus... parce qu'en fait, ce qui est quand même vraiment important, c'est que tu peux avoir des agents dans tous les sens ou des frameworks qui marchent super bien, mais s'ils échangent de l'information via un protocole qui est tous exotique, chacun le sien, et qui n'est pas certain, et qui est, au final, en fait, on fera rien. Donc je trouve que le fait d'avoir un espèce d'entente, où on va vers une entente, vers un protocole de communication qui tienne la route, et que tout le monde s'entende sur on parle le même langage, avec les mêmes tiens, tu m'envoies ça en entrée, je te renvoie ça en sortie, etc. On a un contrat. Donc en fait, pour les gens qui ont un petit peu d'âge comme moi, ça fait un peu penser à ce qu'on appelait avant SOAP, qui étaient les protocoles d'appel distant de fonction, ou ce qu'on appelait les Remote Procedure Call, les RPC en Java, où finalement tu avais un programme local qui appelait une fonction distante avec un contrat qui devait être rempli par la ressource distante et qui te renvoyait un résultat. Donc là, c'est pareil, sauf que c'est adapté aux LLM et aux agents. Ok. Bon, ça va prendre, je pense, un peu de temps avant que ça devienne, que ça soit démocratisé. Ouais, euh, pour l'instant, euh, pour l'instant, c'est vraiment ça sort du labo, et c'est vraiment super super frais. Mais il y a vraiment des choses qui sont faisables et qui sont super intéressantes. Tu pourrais imaginer, quand tu es développeur, d'avoir un MCP serveur, donc un petit outil tu lui dis, bah, tiens, donne-moi les 5 plus gros, les 5 derniers bugs de notre système, de notre appli, et puis donne-moi les dernières réalisations des 3 développeurs, les pull requests, les machins, etc. Et fais-moi un tableau synthétique. Et il te renvoie ça directement dans ton cursor ou dans ton Windsurf, dans ton éditeur de texte. Donc je pense que ça peut être vraiment, vraiment super cool. Ouais, c'était une nouvelle API. Enfin, c'était des API Ouais, c'est ça. boostées pour l'IA. C'est ça. Ok. Exactement. Mais est-ce que ça serait pas le moment de continuer à parler d'Anthropic et des sorties de la semaine dernière? Ouais, tu veux dire de Claude 3.7? Entre autres, Ouais. avec leur nouveau modèle qui est sorti, ils ont aussi fait l'annonce de... Mince, j'ai un truc de mémoire. Claude Code? Ouais, Claude Code, donc ouais, Claude Code. Tout à qui est fait. leur agent de Claudine finalement. Ouais, alors je l'ai testé juste aujourd'hui là, parce que je me suis aperçu que j'avais une invitation pour le tester. J'ai pas encore de retour, mais effectivement, en fait, tu te retrouves avec une interface comme un terminal où il a accès à ton code en local, et tu peux lui poser des questions, etc. Donc vraiment comme un copilote de GitHub ou un Cursor ou un Windsurf, etc.
et lui poser des questions et qui rédige. Alors, est-ce que ça veut dire qu'Anthropic est en train de vouloir grappiller et s'attaquer à ce marché des éditeurs de code augmenté et assisté? Pourquoi pas? Je trouve que ça serait pas bête parce que c'est quand même un gros marché. Bah, en fait je pense que c'est une volonté d'Anthropic. Enfin, ça vient peut-être d'un biais, mais on a toujours dit que Claude Sonnet, c'était un top modèle pour faire du code. Ils ont sorti leur étude le mois dernier avec toutes les données anonymisées qui disaient, bah, effectivement, on fait, il y a peut-être, je me rappelle plus des chiffres, 3% de développeurs de software engineer aux États-Unis. Bah, en fait, ça représente 30% des prompts, le code. Mm. Et à partir de là, ils ont dit, fort de cette expérience, bah, en fait, Claude Code, pardon, serait une bonne solution pour accompagner les développeurs, puisque potentiellement, on a le meilleur modèle. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a une petite vidéo, je crois, de 2-3 minutes, euh, où ils en font un exemple, et en fait, ils prennent un repo GitHub, plus ou moins, et ils demandent à Claude Code d'aller analyser le code. Et là, tu peux discuter avec lui, donc c'est un peu une documentation des temps modernes, où tu peux très simplement savoir à quoi sert quoi. Mm. Et moi, j'y vois des vraies vertus là-dedans, puisque, enfin, on peut se l'admettre, hein, on code presque tout le temps maintenant avec un outil d'intelligence artificielle pour nous faire gagner du temps, pour, j'allais dire les boilerplates, mais un peu le code sans business, simple. Mm. Donc ça peut vraiment nous faire gagner un temps qui est monstrueux. Ouais. Ouais, ouais. Bah, après, moi, c'est vrai que je demande à voir la différenciation de Claude Code par rapport à Cursor. Moi, j'utilise beaucoup Cursor, mais du coup, voilà, quels sont les avantages qu'ils mettent en avant et la différenciation, parce qu'aujourd'hui, ils font un peu tous pareil. Euh, et d'ailleurs, tu vois, tu parlais de. Donc, il y a Claude Code qui est sorti au même moment que Claude Sonnet 3.7 qui Exact. est la version supérieure et la plus récente. Avant, on avait 3.5 et qui était déjà effectivement le modèle le plus performant pour faire du code. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Bah là, ils ont sorti 3.7, qui est l'évolution de 3.5 et qui est disponible gratuitement. La seule différence, c'est que tu as le modèle de raisonnement. Ouais, J'ai plus le nom en terme. ouais, Modèle, c'est ça. extend. Je sais plus. Thinking. Ouais, ouais, C'est ça. Il est disponible pour la partie payante. ouais. Et là, ce qui est vraiment intéressant, par contre, c'est que, et ça, ils s'en targuent, c'est de dire, on a fait un modèle pour quelques millions de dollars. Bon, les montants sont dingues, mais pour quelques millions de dollars, ils ont fait évoluer le modèle. Et grâce à ça, en fait, leur API pour Claude 3.7, elle est au même prix que 3.5. Donc, tu Ouais, as ouais. le même modèle, enfin, un meilleur modèle au même prix. Alors moi, il est sorti il y a pas très longtemps. J'ai, j'ai vu du bon comme du moins bon en fait. C'est Ok. assez, notamment voilà sur Twitter, dans la communauté des devs, etc. J'ai vu des gens complètement dithyrambiques et puis j'ai vu des gens me dire bon bah, ouais, enfin entre 3.7, 3.5 et 3.7, j'ai pas trop vu la différence. Ce que je remarque aussi, d'une manière générale, c'est que j'ai l'impression que les innovations aujourd'hui et les annonces vont tellement vite que je pense que les gens se sentent obligés d'avoir un avis sur tout, sans même avoir eu le temps ou le recul nécessaire pour avoir un avis. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, ça va tellement vite. Je prends un exemple. Moi, GPT 4.5, j'ai même pas eu le temps de le. Tu vois, il est sorti la semaine dernière, ou il y a 10 jours, ou Ouais, ouais, la en semaine bêta la dernière, je semaine crois. dernière. En fait, on n'a pas le temps de tester les nouveaux modèles et ça va tellement vite que c'est un petit peu ça c'est un petit peu ça le souci, c'est que personne n'a le temps de suivre ces évolutions, quoi. Bah, ça, je suis d'accord. Après, il y a un point, mais j'ai pas plus creusé de ça. J'ai l'impression que le 3.5 n'existe plus sur les API. Même quand tu utilises l'interface web, il est plus utilisable. C'est directement 3.7. Donc, en fait, ils te proposent juste le nouveau modèle. Et peut-être que pour eux, en fait, finalement, ça leur coûte moins cher. C'est peut-être une réflexion qui est bête, mais si le modèle a été plus cher à créer, l'inférence est moins chère. Donc, on se rapproche juste alors je m'entends encore une fois, d'un modèle plus petit, moins coûteux, bien qu'il ait coûté de l'argent à produire ce modèle 3.7, c'est juste peut-être plus utile pour tout le monde. L'objectif, c'est peut-être pas, et c'est pour ça qu'il s'appelle sûrement 3.7 et pas 4, j'imagine, qu'il n'a pas pour objectif de révolutionner comme ChatGPT, enfin GPT 4.5 ou le modèle Orion pourrait peut-être le faire d'après les annonces de la semaine dernière.
Mais Ouais, ce qui est sûr, c'est que c'est un modèle amélioré qui peut-être réduit un peu les hallucinations. ouais. Mais voilà, il a pas, l'objectif, c'est pas d'aller tester, de voir si 3.5, 3.7 est meilleur, c'est juste de dire, bon, bah voilà, vous avez un modèle à disposition et on fait un peu mieux. Bah, c'est-à-dire que là où je trouve que ça devient un petit peu compliqué, c'est qu'on a l'impression de ressentir quand même pas un plateau dans la puissance des modèles et dans leur développement, leur entre guillemets intelligence, etc., mais dans notre capacité, nous, êtres humains, à pouvoir dire oui, il est réellement foncièrement meilleur, où il y a une grosse avancée, etc. Pourquoi? Parce que les modèles sont déjà tellement puissants qu'aujourd'hui, c'est difficile de se dire, OK, c'est quoi le cran d'après? Parce qu'en fait, si le cran d'après, c'est AGI, ASI, intelligence artificielle générale, etc., oui, OK, d'accord, mais en fait, ça veut dire quoi? Parce qu'on est déjà à un niveau de puissance. Je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui codent leur propre logiciel en quelques heures. Aujourd'hui, on en est à ça. Des gens qui ne sont pas ingénieurs informatiques et qui arrivent à coder des apps de A à Z tout seul. Donc aujourd'hui, on en est à ça. Donc en fait, l'étape d'après en termes de plus de puissance et d'intelligence, c'est quoi? C'est un peu ça, tu vois ce que je veux dire? C'est que Et ça ouvre la discussion peut-être pour GPT 4.5 Orion, ouais, ou justement quand ils ont sorti le système card. Donc le système card, c'est pas le c'est la mode carte d'emploi, mais d'identité du... ouais, c'est une étape un peu nécessaire pour pouvoir être mis en production de façon sécurisée, disons. Bon, on va Ok. faire ça avec des benchmarks, des validations, Pour montrer qu'on fait mieux. l'alignement, la sécurité, que le truc te dise pas C'est ça. comment construire une petite bombe atomique, etc. Et en fait, dans ce papier, je crois que c'est une trentaine de pages, initialement, ils disaient on ne dépasse pas la frontière de l'intelligence artificielle. Et là, ils ont enlevé cette ligne. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais ils auraient passé une étape. Mais l'étape, elle a un prix. On peut peut-être revenir sur ce Ah bah ouais, point-là alors du aussi. coup C'est le GPT, prix. je crois que GPT 4.5 a coûté énormément à entraîner et Ouais. énormément de puissance de calcul. Et je crois qu'il n'est pas complètement terminé d'ailleurs de stabiliser dans le fine-tuning et dans tout le post-training, etc. Non, non, ils le C'est mentionnent, hein. un... Ils l'ont dit, C'est hein. un... Hein. Ils le mentionnent en fait quand tu vas sur un système cloud, ils disent on n'a pas le niveau de sécurité encore nécessaire, Ouais. c'est pour ça qu'on demande de le faire bêta tester. Ouais. Et c'est la dernière version des GPT après les 4O, etc. Mais une architecture qui est malgré tout complètement différente de tout ce qui est O1, O3, etc. Qui sont plus orientés sur des reasoning models, tandis que celui-ci est vraiment un modèle plus classique, mais qui a demandé une énergie et un nombre de GPU totalement incroyable pour être entraîné en fait. C'est ça, et ça va au contraire de Anthropic justement qui fait un modèle plus optimisé, on va dire. Eux, Et ils au vont contraire vraiment de dans DeepSeek aussi, finalement, qui ont de type. fait, et des Ouais, tout à Chinois, qui fait. ont fait des petits modèles, enfin des modèles, entre guillemets, beaucoup, Plus restreint, ouais. voilà, plus Ouais, petits. on va utiliser le terme plus restreint, parce que on parle quand même de millions à chaque fois. On parle de millions de dollars, ce qui est Et pas 2 milliards de possible. paramètres. Entre autres, et là, bah, par contre, oui, on est sur énormément de compute, ce qui a un prix. Mm. Donc, est-ce que tu te rappelles des prix ou pas ou... Alors moi j'ai vu qu'on était environ sur 75 $ le million de tokens. En input? Euh, ouais, et ce qui est juste gigantesque en fait. Enfin, moi je me demande Exactement. même qui pourrait mettre une telle somme. Bah, en fait, c'est ça le point, c'est que ton entrée elle est à 75 $ pour le million de tokens, 150 $ pour le million de tokens. Donc, En sortie. j'avais en Ouais, c'est sortie, ça. pardon, ouais. Ouais. Et en fait, j'ai les prix, c'est que actuellement pour 4O, on est à 2,5 $ en entrée et on a 10 $ en sortie. Donc C'est-à-dire il qu'on est fait vraiment 30 fois plus cher quasi. 30 fois plus cher en entrée, 15 fois plus cher en sortie. Et on rentre et on a surtout, il est utilisable par les utilisateurs Pro, enfin Plus, le modèle pro, etc. Ouais, à pro, ouais, c'est 200 ça, dollars. pro. Ouais. Donc là, on casse un peu les frontières. On en avait vaguement discuté, toi et moi. On est en train de casser un truc où c'est pas accessible à tout le monde. Quand on s'est battu en 2023-2024, enfin, ils ont réduit le prix des modèles. Mhm. On est en train de toucher quelque chose où on est en train de faire exploser un prix. Et comment on peut tester un modèle, enfin, ça revient un peu à ce que tu as dit auparavant. Comment on teste un modèle de cette qualité? Ouais. C'est un prix en fait de comparer ton modèle 4O à ton modèle 4.5 quand il va sortir.
Les gens ne sont pas spécialement prêts à tester, à pouvoir comparer. Ils n'ont pas spécialement de benchmark, si ce n'est les system cards ou les tests proposés par les modèles providers. Mm. Donc on rentre dans quelque chose qui est quand même assez étonnant. Et quand on Ouais. parlait en début d'année d'un truc disruptif, je pense qu'on touche encore quelque chose de très sensible. Bah, en fait, je me demande pourquoi ils continuent sur ce chemin de l'extrême toute puissance, d'énormes modèles, etc. Euh, il y a sûrement une raison, hein, je suis probablement trop béotien et pas assez cultivé pour cette stratégie-là et comprendre leur stratégie, mais pourquoi ils ne partent pas plutôt sur des modèles peut-être plus restreints, plus frugaux, plus spécialisés parce que là on a l'impression d'avoir des modèles où il faut qu'ils soient bons à la fois pour te rédiger du contenu, et d'ailleurs 4.5 à ce qui paraît est exceptionnellement bon pour prendre des tons de voix, pour avoir une qualité de contenu, pour être etc., bien meilleur que les autres. Et de l'autre côté, il faut qu'ils sachent coder aussi bien qu'un software engineer senior. Et en fait, je trouve que le grand écart est si grand que c'est avoir un Thermomix qui est capable de faire des cocktails, mais aussi la vidange de ta voiture, tu vois. Et je trouve que c'est un peu étrange. Et tu l'as dit, on se retrouve avec des. Du coup, ça permet de reboucler avec ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des boîtes énormes qui veulent faire des data centers à plusieurs milliards, dizaines de milliards, centaines de milliards. La question de l'énergie derrière est loin d'être triviale. Et il y a un mur aussi au niveau de l'énergie. Et il y a aussi la question de la data derrière. Bah, il y a ça entre autres, et puis moi, je me dis tout de suite, pourquoi on s'embête à faire des agents? Parce que si à la fin, tu as un modèle qui est capable de tout faire et tu lui fais confiance à 100%, quel est l'intérêt de faire des agents? Tu vois, le Mm. Crew AI, par exemple, ce qu'ils vendent, c'est le fait d'avoir plein de petits agents qui sont Ouais. hyper optimisés, hyper utiles dans une Mm. tâche bien précise. Ouais. Ouais. Et ça, c'est complètement cohérent. Ouais. Et même aujourd'hui, tu vois, on est en train de parler de plus en plus de robotique, donc on arrive à intégrer de l'intelligence artificielle Avec le dans la edge robotique. computing, etc. Et tu as besoin de choses qui sont plus petites quand même. Bah, tout à fait. C'est-à-dire que Ouais, même Nvidia, là, qui présente son Jetson, je crois, ouais, c'est c'était ça. ça. Ouais. Bah, si tu as ton plus gros modèle au monde, tu pourras jamais l'intégrer. Donc, je sais pas, peut-être l'objectif, c'est de l'ego. Il y a toujours une question d'ego dans l'innovation, ou peut-être atteindre un point où on peut pas aller plus haut pour commencer à optimiser. La suprématie, atteindre la suprématie avant tout le monde. Ouais. Ça, c'est un peu toujours la même question finalement. Mais bon, il y a pas mal d'autres sujets qu'on n'a pas eu le temps, je pense, de voir pendant presque une heure. Là, ça fait une heure qu'on parle. Ouais, Et y aurait tellement de trucs. Il y a les modèles ouais. vidéo qui sont en train d'exploser. Il y a les modèles text-to-speech, speech-to-text qui sont en train aussi d'exploser, notamment avec MLX, avec la possibilité de faire tourner en local des modèles sur ton Mac, des modèles vraiment de très très bonne qualité. Il continue aussi à y avoir DeepSeek et les Chinois qui sortent de plus en plus de choses, des modèles de storage très intéressants. Ils ont aussi publié en open source tous leurs revenus. A Ah ouais? priori, Ok. ouais, leurs revenus, quelle est leur marge, combien ils gagnent, leurs coûts, etc. Donc, on pourrait passer 4 heures le truc, c'est il faudrait presque faire ça tous les 3 jours. Il y a tellement de nouveautés que ça va très très vite. Ouais. Ouais, et puis l'avantage, c'est qu'on est presque sûr que le mois prochain, on continuera à parler d'eux, donc il y aura toujours des choses à dire, ça c'est évident. Merci pour cette heure, c'était vachement cool. Et puis on se retrouve sinon ce mois-ci avec un nouvel épisode sur un, un objet, on peut le dire, un objet très très cool. Ouais. Donc voilà, écoute, merci beaucoup Pierre. Merci à toi Thomas, merci à Et puis on se vous retrouve plus tous tard. de nous écouter et dites-nous si ce format récap de l'actu vous plaît. Et puis si ça vous plaît, on en fera un rendez-vous régulier qui viendra entrecouper nos rendez-vous avec nos invités. À bientôt. Salut. Salut.